Bonjour à tous. Euh, je m'appelle Johnson Obanda. Je fais partie de l'équipe communautaire de CrossRef et je vous remercie de participer à ce webinaire aujourd'hui. N'hésitez pas à dire bonjour dans le chat et à nous dire de où vous vous connectez. Vous pouvez aussi partager votre humeur de jour avec un emoji. Euh, Petit rappel concernant notre code de conduite, merci de rester respectueux et bienveillant tout au long de la session. Nous commencerons par un rappel sur l'importance des métadonnées, puis nous vous présenterons notre retrait du rapport de participation. Ensuite, vous aurez un moment pour consulter le rapport de participation de votre organisation. Enfin, nous prendrons le temps de répondre à toutes les questions concernant l'ajout des métadonnées. Euh, je ne partagerai mon écran. Désolé. OK. Ah, c'est bon? Oui. Ah, merci. Yeah. Oui, pour poser des questions, veuillez utiliser la fonction Q&A en bas de votre écran. Cela nous permettra de y répondre pendant la session. Si vous souhaitez partager votre expérience en direct lorsque l'intervenant invite des volontaires pour une démonstration, utilisez la fonction réaction pour l'événement. Euh, Cette session sera enregistrée. Si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, vous pouvez désactiver votre caméra. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'assurer Audrey Kenny, notre ambassadrice au Cameroun, qui me remplacera jusqu'à la fin de cette réunion. Martin, de l'équipe des programmes et services et Rocio de l'équipe communauté seront également présentes et répondront à votre question par chat. Puis, lors de la séance de questions-réponses. Merci de vous présenter dans le chat. Dites-nous votre nom, votre organisation où vous vous trouvez dans le monde. Ajoutez un emoji pour nous dire comment vous vous sentez aujourd'hui. Donc, Bonjour à tout le monde. Je ne sais pas, est-ce que... oui, Audrey. Alors, Ah, dites-moi si vous m'écoutez. Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde m'écoute. Pardon, faites signe dans le chat pour me dire que vous m'écoutez. Alors, voilà. Donc, on va parler de la qualité des métadonnées sur Crossref. Alors, en tant que membre de Crossref, euh, vous enregistrez un DOI unique pour chaque contenu que vous publiez. Par exemple, vous fournissez également un enregistrement des métadonnées riches pour chaque DOI. Donc, plus les métadonnées sont riches, mieux c'est. Mieux c'est. Et les métadonnées riches sont vraiment essentielles pour nous et pour Crossref et pour établir les liens entre les enregistrements. Donc, vous affichez également ce DOI sur une page d'atterrissage unique pour chaque élément publié. Et donc, ces pages doivent contenir les informations bibliographiques complètes. Next slide. Next slide. Slide. Alors, ces pages doivent contenir Ah, voilà, les pages doivent contenir, je disais, les informations bibliographiques complètes pour que l'utilisateur puisse vérifier qu'il a bien accédé au contenu en cliquant sur le lien du DOI. Donc, le DOI affiché sous la forme d'URL, il est affiché sous la forme d'URL pour que les lecteurs puissent facilement copier et coller clair, accéder au texte intégral du contenu. C'est de... Donc, un moyen clair d'accéder au texte intégral du contenu,
c'est de protéger l'identifiant. C'est c'est de protéger l'identifiant, comme je disais, pour qu'il atterrisse sur pour qu'il ouvre sur une page d'atterrissage qui est accessible à tous. Et puis, le DOI peut renvoyer directement à la page, à la version HTML du texte intégral. Et si cette page contient les informations bibliographiques complètes et le DOI affiché en tant que lien, il y aura une page séparée qui sera nécessaire justement pour cela. Alors, quelles métadonnées est-ce que nous pouvons... nous parlons de quelles métadonnées ici, en fait? Bien que nous acceptions des enregistrements des métadonnées pour de nombreux types de contenus, nous prenons l'exemple, nous allons nous attarder sur l'exemple d'un article de revue, d'une revue scientifique. Donc, les métadonnées de base, hein, sont généralement les titres, les dates de publication, les noms des auteurs, les résumés, le DOI, l'URL de la page d'atterrissage. Vous pouvez aller plus loin en ajoutant, par exemple, les URL, les URL qui ouvrent sur le texte intégral. Par exemple, pour le similarity check, lorsque vous avez comparé, lorsque l'article qui a été publié a été comparé avant publication, on peut mettre le lien de cette comparaison-là sur l'article, dans le DOI, de sorte que Turnitin puisse inclure le contenu de votre article dans sa base de données. Et aussi, euh, l'exploration, et aussi l'exploration des textes et de données afin que les chercheurs puissent effectuer les analyses automatiques sur le contenu. Nous gérons également l'ensemble des contenus, l'ensemble des étendues de types de relations afin de décrire les liens entre les différentes versions, les prépublications, communément appelées preprints, les données complémentaires, les références et les citations. Donc voilà encore d'autres éléments qu'on peut ajouter pour modifier, pour rendre le DOI plus intéressant. Next slide. Donc, tous les éléments de métadonnées et les relations dont nous avons parlé jusqu'à présent forment un réseau. Et c'est ce réseau que nous appelons le Research Nexus. Donc, nous le voulons comme un réseau ouvert, riche et réutilisable de relations reliant les organisations de recherche, les personnes qui concourent à la recherche, notamment les chercheurs, les objets de recherche et les actions qui ont été faites au courant d'une recherche. Bon, et la métadonnée, en fait, est la fondation du Research Nexus. Plus de données, plus de métadonnées dans les enregistrements Crossref sont riches et complètes, plus elles ont de la valeur pour les membres, la communauté scientifique et les générations futures. Next slide. Next slide, please. Prochain, prochain slide, voilà. Alors, pourquoi est-ce que c'est important, le Research Nexus? Alors, toutes les métadonnées enregistrées, merci, toutes les métadonnées enregistrées chez Crossref sont accessibles via les API ouvertes, c'est-à-dire via les interfaces, via une interface de programmation d'application qui suit les principes euh, architecturaux du style RST, bon, du style REST, voilà. Donc, notre REST API, on va continuer à l'appeler en anglais, hein. En anglais, c'est API. Donc, notre REST API est donc largement utilisé par la communauté scientifique, notamment dans la communication scientifique et au-delà, avec environ 1,8 milliard de requêtes par mois. Et ce chiffre a triplé dans les 5 dernières années. Nos membres en sont les plus grands utilisateurs pour consulter ou vérifier leurs propres enregistrements, pour récupérer les liens comme les citations, les corrections ou d'autres relations, par exemple. Mais aussi les bases de données, les outils de recherche
documentaires, les bibliothèques et même les gouvernements utilisent notre base de données, justement. Les groupes de recherche s'en servent pour des études sur les tendances scientifiques et pour enregistrer les rétractions et les corrections. Autrement dit, si vous utilisez un outil dans votre travail scientifique, il est fort probable qu'il s'appuie quelque part sur des données, sur des métadonnées de Crossref. Alors, pourquoi ces métadonnées sont-elles si importantes pour l'écosystème de la recherche? Alors, les métadonnées sont importantes déjà parce que elles permettent d'assurer l'intégrité scientifique qu'elles donnent. Donc, les métadonnées indiquent la fiabilité des travaux parce qu'elles mentionnent qui a financé ces travaux, qui a contribué, notamment les personnes, les organisations, etc. Elles mentionnent, elles donnent aussi, elles permettent aussi de savoir quelles sont les corrections qui ont été faites sur la publication depuis qu'elle a été publiée. Elle permet également de vérifier l'originalité à travers le similarity check. Donc, les métadonnées sont si importantes pour l'écosystème de la recherche aussi parce qu'elles permettent la reproductibilité des travaux de recherche. Donc, les métadonnées permettent de lier un article à des données, du code, des protocoles ou alors d'autres publications afin d'aider d'autres chercheurs à reproduire les résultats. Ces relations peuvent toutes être exprimées dans vos enregistrements Crossref. Elles sont aussi importantes pour le suivi, l'évaluation et les rapports. Nous parlons toujours, bien sûr, de l'importance des métadonnées. Les universités, les bailleurs de fonds et gouvernements utilisent les métadonnées pour suivre les résultats, par exemple, des investissements qu'ils font des investissements qu'ils font. Par exemple, s'ils ont subventionné une, une recherche, ils peuvent utiliser justement ces métadonnées-là pour voir, si, pour évaluer les investissements qu'ils font. Et donc, les métadonnées permettent aussi de produire des rapports et ils servent aussi d'indicateurs pour vérifier la conformité des exigences des bailleurs de fonds ou pour décider quelles recherches financer à l'avenir, par exemple. Les métadonnées aident aussi à la visibilité et à la découverte. Donc, en enregistrant votre contenu sur Crossref, vous permettez à votre travail d'être rapidement tracé, traqué et utilisé par des milliers de systèmes en ligne. Donc, plus vos enregistrements sont riches, plus ils sont visibles. Donc, ajouter les éléments comme le résumé, les références bibliographiques est une méthode simple vraiment pour améliorer la visibilité de vos publications. Prochain slide. Alors, avec ce que nous venons de détailler, nous allons parler maintenant des rapports de participation. Next slide. Alors, comme nous l'avons vu précédemment, plus vos métadonnées sont riches, c'est-à-dire plus vous incluez d'éléments dans les dépôts des DOI que vous faites, plus les contenus ont des chances d'apparaître dans les outils que nous avons cités avant, en aval. Donc, les métadonnées riches augmentent donc la visibilité et la découvrabilité de vos publications. Mais il n'est pas toujours facile hein, de savoir à quel point vos métadonnées sont riches, juste en consultant l'API, comme j'ai dit tout à l'heure, l'interface de programmation d'application, ou en lisant les fichiers XML. Pour beaucoup, une interface visuelle est plus simple à utiliser. C'est pourquoi nous avons créé il y a quelques années le rapport de participation, qui est très simple à utiliser, hein, notamment parce qu'il est en ligne. Il est complètement ouvert, il est accessible à tout le monde et ces rapports permettent de voir à quel point vos métadonnées sont complètes, de consulter et comparer le niveau de complétude d'autres organisations. Ça peut être un point, peut-être une organisation concurrente, par exemple, euh, qui utiliserait, par exemple, qui enregistre ses DOI sur Crossref et puis, vous avez envie de comprendre pourquoi est-ce que les articles de cette organisation-là sont plus visibles en ligne. Peut-être qu'en comparant, ça va vous donner une idée et ça va vous aider à améliorer la qualité de votre contenu.
Donc, alors, comment est-ce que ça fonctionne? Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Bon, on va commencer par voir à quoi ressemble l'interface. Donc, on est là. Nous avons déjà l'interface là. On va probablement partager avec vous le lien pour accéder à l'interface du rapport de participation dans le chat et vous pourrez, au moment convenu, essayer vous aussi. Bon, vous pourrez ensuite, et puis vous pourrez poser des questions, hein, vous pourrez explorer l'interface. Donc, quand vous arrivez sur la page des rapports de participation, l'interface ressemble à ce que vous voyez à l'écran. Il suffit de commencer par taper le nom de votre organisation qui est membre de Crossref. Donc, le nom doit être le même que celui qui figure sur votre facture ou sur votre formulaire d'adhésion, d'adhésion. Et le nom de votre organisation apparaîtra forcément sur la barre qui déroule. Et vous allez cliquer sur le nom et ainsi vous allez obtenir vous allez obtenir le rapport de participation de votre organisation. Donc, une fois votre organisation sélectionnée, je disais, vous allez, next slide. Voilà. Donc, une fois votre organisation sélectionnée, vous allez arriver sur la page principale du rapport contenant les informations détaillées sur l'organisation. Donc, voici par exemple le rapport de, de l'organisation eLife que nous avons devant nous. Donc, il y a beaucoup d'informations disponibles, comme vous pouvez le voir sur vos écrans. Et nous allons examiner une par une les informations qui apparaissent. Donc, en haut de la page, vous allez trouver le nom de l'organisation. Je ne sais pas si on peut l'indiquer, si on pourra l'indiquer. Voilà, le nom de l'organisation et le nombre total d'objets DOI déposés auprès de Crossref jusqu'ici. Et pour chaque DOI enregistré, vous verrez le pourcentage de ces enregistrements qui contiennent certains éléments clés des métadonnées comme les références, les identifiants ORCID, les identifiants RAW, les informations de financement, les URL de licence, les URL de similarity check, les résumés, le crossmark, les informations d'affiliation. Donc, sur la page, vous pouvez très bien voir cela. Donc, dans les affiliations, nous prenons en charge trois identifiants d'institutions, notamment le ROR, le ROR, le Wikidata et le ISNI. Donc, chacun des éléments des métadonnées est accompagné d'un pourcentage, comme vous pouvez le voir un peu sur votre écran. Donc, vous verrez par endroit, vous allez voir 99%, 100%, etc. Et donc, ces métadonnées sont considérées comme essentielles pour améliorer la visibilité de vos contenus, pour faciliter la découverte de vos publications par les outils de recherche et d'analyse. Alors, vous pouvez explorer les données de plusieurs façons. Sur le côté, vous allez observer sur le côté de l'écran, sur le côté, vous pouvez choisir la fiche, vous pouvez choisir d'afficher les statistiques pour les contenus actuels, par exemple, ou encore pour les archives, ou encore pour toute la période sur laquelle vous avez déposé les DOI de votre organisation. Si par exemple, vous déposez les DOI sur 10 ans, donc vous avez la possibilité de voir le nombre de DOI que vous avez déposés depuis toutes ces 10 années. À noter que les champs ne seront pas toujours remplis pour tous les titres. Par exemple, ce sera difficile de voir un article qui a été soumis dans les années 1960, par exemple, avoir un ORCID, parce qu'à ce moment-là, ORCID n'existait pas. Donc, certains types de publications aussi n'incluent pas des résumés. Donc, vous n'allez pas voir le pourcentage des résumés et les publications anciennes contiennent rarement des informations sur le financement, surtout si l'on remonte depuis très longtemps. Donc, c'est depuis peu que le financement est traqué. Donc, raison pour laquelle pour les DOI qui ont été déposés
il y a longtemps, on ne peut pas avoir un rapport des financements qui ont été déposés via les DOI. Next slide. Voilà, merci. Alors, vous pouvez également basculer entre différents types de contenus. Donc, si votre organisation publie plusieurs types de contenus, vous pouvez sélectionner la liste des types de contenus disponibles. Par exemple, vous pouvez choisir soit un livre ou encore un article de revue pour avoir le rapport de participation. Alors, chaque type de contenu prend en charge des éléments de métadonnées différents. Si on prend par exemple l'exemple de eLife, qui enregistre des DOI de nombreux types de contenus, dans leur rapport, ils ont donc la possibilité de filtrer et de consulter les métadonnées spécifiquement pour un type de contenu donné. Comme vous pouvez voir à l'écran, il y a des livres, etc. Donc, si votre organisation enregistre des DOI pour plusieurs revues, vous pouvez également utiliser la boîte au centre de l'écran. Donc, et vous allez voir que cette boîte-là, lorsqu'on écrit dessus, il y a un menu qui se déroule. Donc, vous pouvez utiliser donc cette boîte au centre de l'écran pour avoir le résultat d'un seul journal. Par exemple, si vous avez plusieurs journaux, Pan-African Medical Journal a par exemple 3 journaux. Donc, les différents journaux n'enregistrent peut-être pas les mêmes données. Donc, pour voir le rapport de participation de chaque journal, il faudra écrire le nom de chaque journal. Il faudra sélectionner chaque journal pour avoir son rapport de participation. Voilà, next slide. Alors, une fois que vous avez appliqué les filtres et ajusté les paramètres, vous verrez les résultats de ces 11 éléments de métadonnées. Et chaque élément dispose d'un bouton plus d'infos sur votre écran, c'est le petit i là, c'est le petit i au niveau de chaque élément de métadonnées, le petit i qui apparaît dans le cercle. Donc, c'est plus d'infos. Et lorsqu'on clique dessus, il affiche une explication de l'indicateur ainsi que les liens vers plus d'informations, notamment pourquoi cette métadonnée est importante ou apprendre davantage, notamment le lien vers la documentation et comment améliorer votre score. Vous pouvez également survoler le petit bouton I pour lire plus d'explications à tout moment. Slide. Alors, passons maintenant en revue chacun des éléments des métadonnées un par un. Alors, on va commencer par les références. C'est l'un des éléments des métadonnées les plus importants à inclure. Les références sont essentielles pour construire cette image globale du Research Nexus dont nous avons parlé jusqu'ici. Et ensuite, vous verrez les identifiants ORCID. Ce sont des identifiants uniques qui, euh, qui permettent d'identifier les chercheurs, excusez la tautologie. Ils permettent de distinguer clairement les auteurs, même s'ils ont des noms similaires. Ça veut dire que s'il y a plusieurs auteurs qui s'appellent, par exemple, Audrey Kenny, à partir de leur identifiant ORCID, on peut savoir qui a publié quoi exactement. Donc, vous pouvez également inclure les identifiants, du Funder Registry qui permettent d'identifier l'organisation qui a financé la recherche. Cela apporte un contexte très utile pour les lecteurs. Et vous pouvez aussi ajouter les numéros d'attribution de subventions spécifiques. Bon, une autre possibilité également, c'est d'ajouter des informations Crossmark dans votre DOI. Et Crossmark est un service que nous proposons à nos membres pour indiquer si un contenu a été mis à jour, corrigé ou retracté. Cela aide à suivre l'évolution d'une publication dans le temps. Les différentes modifications que cette publication aura sur le temps seront intégrées directement dans le Crossmark. Et chaque lecteur pourra avoir accès à ces informations-là. Si vous pouvez également ajouter des URL spécifiques, euh, par exemple, euh, le text and data mining sur vos contenus, c'est-à-dire une analyse combinée de textes et de données. Ou encore, vous pouvez aussi définir une URL dédiée
à des permissions précises. Par exemple, si vous pouvez inclure l'URL de licence pour indiquer clairement sous quelle licence le contenu est publié. Est-ce que c'est une licence CC BY ou autre type de licence, par exemple? Si vous utilisez le service Similarity Check, vous pouvez ajouter les Similarity Check URLs. Cela permet à Turnitin d'indexer votre contenu et de l'ajouter à la base de données Identicate. Cela garantit que vos articles seront inclus lorsqu'un autre utilisateur va vérifier la similarité de ces manuscrits soumis. Vous pouvez également inclure les résumés dans vos métadonnées. Et enfin, vous pouvez ajouter les affiliations et les identifiants ROR pour indiquer avec quelles institutions vos auteurs sont affiliés. Voilà un aperçu rapide hein, des différents champs de métadonnées que vous pouvez retrouver dans les rapports de participation. Alors, si nous passons maintenant à l'exploration de vos propres rapports de participation. Alors, cette partie est la partie interactive, hein. Donc, il s'agit pour vous probablement d'utiliser le lien qu'on va mettre dans le chat. Vous allez utiliser le lien qu'on va mettre dans le chat pour ouvrir la page pour le rapport de participation et essayer de faire ce que nous venons de voir maintenant. Donc, copier l'adresse. Donc, je vois des personnes qui écrivent dans le chat. Alors, lorsque vous êtes sur le site, comme on l'a dit tout à l'heure, vous essayez d'écrire le nom de votre organisation et vous allez la voir apparaître dans un menu déroulant et vous allez suivre, vous allez cliquer dessus, vous allez sélectionner et une fois sélectionné, vous allez voir le rapport de participation être affiché. Maintenant, si vous avez du mal à trouver votre organisation, essayez de poser des questions dans le chat, poser des questions dans le Q&A et quelqu'un pourra vous répondre. Pourra vous répondre. Donc, vous utilisez, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont du mal à utiliser leur compte, à retrouver leur journal ou leur organisation. Bah, vous faites signe en appuyant sur le bouton réaction de Zoom. Vous appuyez sur le bouton réaction et on pourra vous aider. Super, il y a quelqu'un qui dit que ça fonctionne bien. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont déjà trouvé leur rapport de participation? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà trouvé leur rapport de participation? Ceux qui ont du mal, vous pouvez donner le nom de votre organisation, hein. Donner le nom de votre organisation et euh, on pourra retrouver comment est-ce que votre organisation est enregistrée. Parce qu'il faut donner le bon nom, bien la bonne nomination de votre organisation pour pouvoir la retrouver. Donc, si vous l'écrivez mal, il y a de très fortes chances que vous ne la retrouviez pas. Donc, pour ceux qui ont trouvé leurs rapports de participation, n'hésitez pas à explorer les résultats hein, et à manipuler les différents filtres. Et pourquoi pas poser des questions aussi ou partager un petit peu quel rapport, quel score vous avez sur ou les scores que vous souhaitez améliorer. Et l'équipe vous aidera. Les scores que vous souhaitez améliorer. Alors, est-ce qu'on passe à est-ce qu'on passe à au prochain slide ou alors on attend encore que les participants puissent trouver leur rapport de participation? OK, prochain slide. Voilà. Donc, pour corriger les lacunes lors de l'enregistrement de vos DOI à l'avenir, il faut vous assurer
simplement d'inclure tous les éléments que nous avons cités tout à l'heure, tous les éléments, ou en tout cas tous les éléments qui sont en votre possession, parce que peut-être certains éléments, vous ne les avez pas, mais en tout cas le maximum d'éléments possibles, il faudra les ajouter. Next slide. Alors, comment compléter les lacunes dans les DOI déjà enregistrés? Alors, il suffit de mettre à jour les enregistrements des DOI un par un. C'est-à-dire que ce n'est pas une action globale, c'est une action individuelle pour chaque DOI. Et si vous utilisez par exemple les systèmes le système OJS, donc accédez à l'article concerné, dépubliez-le, ajoutez l'élément de métadonnées manquant, enregistré et republié. Si vous utilisez le dépôt web, c'est-à-dire le Web Deposit Form, redéposez l'intégralité de l'enregistrement avec les éléments manquants. Et si vous envoyez plutôt des XML, envoyez-nous les fichiers XML mis à jour et contenant l'élément manquant. Et n'oubliez pas surtout de mettre à jour l'horodatage. Next slide. Alors, toujours pour compléter les, les lacunes dans les DOI déjà enregistrés, on peut mettre à jour en lot. Il y a également des actions qui peuvent être faites en lot, notamment certains éléments, euh, notamment en téléversant un fichier CSV dans notre outil d'administration. Lorsqu'il s'agit par exemple des informations sur le financement, l'URL pour le service Similarity Check, l'URL pour le text and data mining et les informations sur la licence. Donc voilà les éléments qu'on peut grouper pour envoyer. Next slide. Alors, comment obtenir de l'aide? Premièrement, en consultant la documentation de Crossref qui est totalement en ligne. Donc, vous avez le lien à l'écran. On va probablement vous remettre les liens là dans le chat. Également, rejoindre le forum communautaire grâce également aux liens que vous avez sur vos écrans. Et on peut également contacter directement l'équipe Crossref à travers le lien www.crossref.org/contact pour avoir plus amples informations. Voilà. Merci. Merci, Audrey. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Nous avons eu quelques questions. Il y avait un de Alfred Jazumba de l'Université de Goma qui ont du mal à enregistrer les DOI. Euh, Alfred, vous pouvez écrire à l'équipe de support si vous utilisez le lien sur l'écran là, euh, crossref.org contact. Euh, et pouvez-vous répondre? Malheureusement, nous n'avons pas des collègues dans l'équipe de support qui parlent français. Mais si vous écrivez en français, on peut faire une traduction et peut-être répondre en anglais si vous comprenez euh, encore pas. Vous pouvez donner mon nom et je peux répondre en français pour vous. Merci, Mathilde. Il y a une nouvelle question de Lauren. Il y avait une question aussi avant sur les zones identifiant pour auteur. Si on a des plans pour ajouter les autres à part d'Orchid.
pour le moment, c'est pas un plan d'ajouter les autres. Un truc ORCID, c'est très international, c'est utilisé par beaucoup des organisations. On préfère de garder un. Mais je ne sais pas comment ça marche à ORCID, mais à RAW, par exemple, RAW, c'est pour les organisations. Et dans le métadonnées pour voir pour chaque organisation, il y a d'autres identifiants. Donc peut-être à ORCID aussi, il y a la possibilité d'ajouter autres identifiants à le métadonnées pour ORCID. Et on préfère de faire ça, d'ajouter plusieurs identifiants pour les auteurs dans notre métadonnées. Donc, je suis désolé, c'est peut-être pas la réponse que vous, vous cherchez, mais on préfère d'utiliser le ORCID. Martine répondait à la Oui, question de, je ne sais pas si je peux ajouter quelque chose, Martine, Hmm. de mon expérience. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, je disais, enfin, la question, c'est est-il possible de déclarer des articles sans auteur ou avec un nom qui ne soit pas composé traditionnellement d'un prénom et d'un nom de famille? Bon, j'ai pas eu le temps d'ouvrir le lien qu'il a mis à côté, mais de mon expérience, oui, c'est possible. Donc, il y a quelques années, Angie avait eu à rencontrer un problème similaire et nous avons contacté l'équipe de Crossref qui nous a aidé à enregistrer le DOI dont il était question. Et je pense que depuis cette période-là, on n'a plus eu ce problème. Ça veut dire que désormais, je pense qu'on peut effectivement enregistrer des DOI avec un seul nom d'auteur. Mais les DOI sans auteur, je ne pense pas. Parce que de toutes les façons, un article publié forcément, c'est le travail de quelqu'un, même si c'est le travail d'un groupe. Le groupe reste l'auteur. Donc, il faut mettre le nom du groupe dans tous les cas, en fait. Voilà, c'est ce que je pouvais ajouter. Merci. Oui, oui, je suis d'accord avec ce réponse. Oui, il devrait toujours être une personne qui est responsable pour la publication. Je sais qu'on a discuté souvent que ouais, pas tous les noms ont un parti de la famille et un nom qui est, on dit given name en anglais, un nom qui est donné. C'est pas tous les noms qui sont comme ça. Euh, la solution pour le moment, c'est de mettre, s'il y a qu'un nom ou un nom qui sépare pas comme ça, c'est de mettre tout le nom dans le nom de famille et on peut laisser le given name vide. Et ça, c'est pas nécessaire, mais c'est nécessaire d'avoir un nom de famille. Euh, oui. Mais s'il y a des questions comme ça, dans les mois précédents, on a commencé un groupe pour discuter le métadonnées. Et c'est exactement les questions comme ça qu'on veut discuter et avoir une décision qui vient de notre communauté euh, parce que c'est traditionnellement, bien sûr, on a pris les noms comme en Europe ou comme presque tout le monde, mais notre communauté est très, très diverse et plus en plus diverse. Et il y a des situations comme ça qui sont pas comme pour je veux dire, les maisons d'édition traditionnelles avant il y a 20 ans. Yeah. C'est très important pour nous que tout le métadonnées euh, est, marche pour tout le monde, pour littéralement tout le monde. Exactement, Martine. Et c'est vrai que c'est une question également culturelle, comme tu Voilà. l'as souligné. Effectivement, en Afrique, il y a beaucoup de tribus, de régions où les gens n'ont pas de prénom, par exemple. Ils ont juste un nom de famille et ils n'ont pas de prénom. Ou alors, c'est tout en un. Parfois, dans certaines contrées, les noms sont des phrases, carrément des Mm. phrases. Donc, c'est toute une phrase, carrément. Et donc, ce qui constitue le nom d'une personne. Et ce n'est pas subdivisé en plusieurs éléments. Donc, Mm. effectivement, euh, travailler à cela, ce serait une bonne chose.
pour la diversité de la communauté. Merci. Mhm. Merci, merci Martine. Ah, oui, il y a une... Il y a une autre question. Oui, Il y a une question dans le chat. yeah. Si c'est Est-il possible. possible de communiquer l'identité de l'auteur correspondant à Crossref? C'est une information parfois importante en bibliométrie, mais il semble qu'elle est souvent mal identifiée dans les bases de données. Comment pourrions-nous assurer que l'information est transférée? Oui, on va faire un change à notre schéma pour les métadonnées l'année prochaine et un, c'est euh, pour mieux préciser les rôles de l'auteur. Il y a ça s'appelle comment? Il y a des rôles définis de l'auteur dans un schéma qui existe déjà. On va incorporer ça. Euh, je suis pas sûr s'il y a l'auteur correspondant. Dans ce cas, c'est pas déjà indiqué les métadonnées qu'on a maintenant. Mais c'est quelque chose qu'on pouvait considérer, euh, on pouvait faire une décision. Je sais qu'en certains sujets, c'est très important d'identifier l'auteur correspondant. Mais pour le moment, malheureusement, on ne peut pas faire ça. Ah oui, c'est credit, merci. Je trouve que quand je parle français, il y a des mots en anglais que j'oublie. Mais merci, Eleonore. Donc, s'il y a une autre question, il y a une bonne question. Est-ce que les futures évolutions du schéma de métadonnées Crossref sont publiques? Ça pourrait être utile pour prévoir des développements. Euh, oui, pour Ah, chaque en fait, il champ. faudrait savoir si, si ce sera pour tout le monde. J'imagine, Jean-François. Oui, pour chaque changement, c'est annoncé en avance et il y a un débat public. Normalement, c'est sur notre blog. Euh, il y a aussi un roadmap. Je sais pas si je peux. J'ai pas le lien là, mais peut-être on peut l'envoyer plus tard. Euh, on sait déjà ce qu'on va discuter dans l'année qui vient. Euh, mais le meilleur façon c'est de suivre notre blog et tous les changements de schéma vont être annoncés en avance. Il y aura la possibilité de donner votre avis sur les changements et après on va ouais, faire le changement dans le schéma. Oui, il y a un lien de Rossi aussi. J'ai partagé le lien de le blog. Il y a une question intéressante de Alfred. Encore faut-il aussi déclarer l'utilisation d'intelligence artificielle dans le rapport des données envoyées à Crossref.
pour, pour le moment, c'est pas nécessaire. Euh, on laisse pour chaque membre à décider comment vous allez déclarer l'utilisation. Je pense que pour les maisons d'édition et notre membre, c'est quelque chose qu'il n'y a pas. C'est pas que tout le monde fait la même chose. Peut-être dans les régions des fois, il y a euh, des décisions différentes, mais c'est pas nécessaire. Euh, Mon avis, on ne devrait pas mettre l'intelligence artificielle dans la liste des auteurs. C'est pas eux qui prennent responsabilité pour la texte. Enfin, c'est un humain qui devrait faire ça. Euh, euh, et et c'est peut-être quelque chose qui est meilleur dans le texte de publication. C'est pas quelque chose dans le métadonnées maintenant. Yeah. Mais j'imagine que c'est quelque chose qui peut changer dans les années qui viennent. Et je pense que si nous envoyez un email, on pouvait vous envoyer un certificat de participation au Vanda. Yeah, oui, c'est pour ça beaucoup Jasumba. Yeah, si vous voulez, je, euh, je peux vous envoyer le certificat de participation sur le mail. Merci. Je pense que nous arrivons à la fin de cette session. Oui, l'enregistrement et les diapositives vous seront partagés prochainement. Merci à tous euh, pour votre participation et bonne chance de l'amélioration de vos rapports de participation. Merci et à bientôt. Bye bye.